Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo, c'est les dernières nouvelles concernant Prigojine et Wagner. Alors j'ai appris encore d'autres informations par rapport à hier, dont une très importante concernant les contrats entre Prigojine et l'État russe. Alors bon, je vous dis tout de suite les résultats du sondage grâce à tous vos commentaires, puisque comme j'en ai eu beaucoup, je peux vous donner tout de suite les résultats du sondage. Alors à une écrasante majorité, la plupart d'entre vous pensent qu'il y a eu complot entre Poutine et Prigojine afin de déterrer les traîtres en l'État russe. Voilà, donc ça c'est une écrasante majorité. Il n'y a que 4 personnes qui ont été d'accord avec moi concernant mon hypothèse. Donc mon hypothèse est vraiment pas du tout populaire. Voilà. Et bon, alors d'où vient cet engouement pour, comment dire, cette mascarade, cette entente entre Prigojine et Poutine pour déterrer les traîtres? Ça vient surtout de la vidéo qui a été faite par Idriss Aberkan, où il parle de Maskirovka, c'est-à-dire le brouillard de l'information instauré exprès pour tromper l'ennemi. Alors Maskirovka, bon, c'est répété maintenant partout, à chaque coin de phrase. Là, pour l'histoire de Prigojine, c'est répété partout, partout, partout. Donc, bon, on peut dire merci à Idriss Aberkan d'avoir popularisé le terme. Voilà, puisqu'il est très très populaire, hein. C'est quelqu'un de très très intelligent et d'extrêmement cultivé. Voilà, donc très très bien. Moi, j'ai pas appris le mot Maskirovka par Idriss Aberkan. Je l'avais appris en regardant une série qui s'appelle The Head. C'est une équipe de scientifiques en Antarctique. Et le méchant utilise ce terme parce qu'il a trompé tout le monde. Voilà, moi je l'ai appris grâce à cette série il y a quelques temps. Mais la plupart d'entre vous l'ont appris grâce à Idriss Aberkan. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette hypothèse de Maskirovka. Pas du tout. Pour moult et moult raisons. Donc déjà des raisons que j'avais déjà parlé. Mais en tous les cas, voilà. Allez, pour revenir aux commentaires, c'est le résultat, voilà. Donc une grande majorité d'entre vous pensent que c'est ça. Il y a une petite minorité qui est d'accord avec moi et il y a encore une plus petite minorité, je crois que c'était une ou deux personnes, qui pensent que c'est uniquement les USA derrière. Voilà. Bon, bref, en tous les cas, cette affaire-là a fait couler beaucoup d'encre. Et toute cette affaire-là, bon, elle est quand même un peu bizarre. Parce qu'il y a des choses un peu floues. Alors maintenant, plus les informations tombent, plus cela devient clair. Moi, d'après tout ce que je sais et les nouvelles informations, moi, je suis conforté dans mon hypothèse. Encore une fois, c'est moi, hein, ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais moi, de tout ce que j'ai lu depuis hier, je me suis conforté dans mon hypothèse. Maintenant, nous verrons, le temps nous triera le bon grain de livret et peut-être qu'on aura très vite la vérité. En tous les cas, voilà pour les commentaires, le résultat du sondage que je vous avais promis. Alors maintenant, on va refaire un petit point de tous les événements qui se sont passés, très rapidement, hein, mais cette fois, on va faire le point surtout en images avec des sites internet journalistiques d'information,
parce que j'aime bien montrer mes références, comme vous le savez, hein, depuis toutes ces années pour les anciens qui me suivent. En tous les cas, je vais faire un petit peu le tour des sites journalistiques et on va revenir sur les hypothèses. Voilà, donc j'en ai quatre. On va revenir sur toutes ces hypothèses et moi, je vais défendre mon beefsteak. Pourquoi je reste scotché à mon hypothèse? Je vais vous dire mes arguments. Et bien entendu, encore une fois, vous me donnerez votre avis, parce que bon, moi j'apprends des choses au fur et à mesure aussi, je suis comme vous, hein. Enfin voilà, donc là on va regarder maintenant les sites internet journalistiques. Alors on va démarrer avec Le Point, et Le Point dit Wagner, entre guillemets, trahison, ce qu'il faut retenir de l'allocution de Vladimir Poutine. Le président russe s'est adressé à la nation lundi 26 juin, quelques jours après la tentative avortée de rébellion des soldats de Wagner. Donc, dans une adresse télévisée à la nation, Vladimir Poutine est revenu ce lundi sur la tentative de rébellion avortée des soldats de Wagner menée par leur chef Yevgeny Prigojine. Le président russe a affirmé avoir donné l'ordre d'éviter une effusion de sang que voulaient, selon lui, l'Ukraine et les Occidentaux. À garder ça en mémoire. C'est-à-dire que pour Vladimir Poutine, derrière, il y a l'Ukraine et les Occidentaux, à garder en mémoire. Il a remercié les Russes pour leur résilience, leur patriotisme et leur unité, assurant que cette solidarité civile a montré que n'importe quel chantage ou n'importe quelle tentative de déstabilisation sont vouées à l'échec. Vladimir Poutine a ensuite proposé aux soldats du groupe paramilitaire soit de signer un contrat avec l'armée régulière, soit de rentrer dans leur famille et chez leurs proches, soit de partir en Biélorussie. On a Le Monde. Que dit Le Monde? Poutine accuse l'Ouest, c'est la traduction Google, hein, parce que c'est Le Monde en anglais évidemment. Alors Le Monde fait un journal en anglais apparemment où il y a plus d'informations que le journal en français. C'est un peu ce que j'ai cru comprendre, hein, parce que j'ai trouvé ça que dans Le Monde en anglais. Bref, Poutine accuse l'Ouest de vouloir que les Russes s'entretuent dans une rébellion avortée. Notez encore, Le Monde, Poutine accuse l'Ouest de vouloir que les Russes s'entretuent dans une rébellion avortée. Donc on a Le Point, Le Monde, qui reprend les dires de Poutine. Donc rappelons que les dires de Poutine, c'est quand même à la base de la base. Poutine accuse l'Ouest, l'Occident. Voilà. Dans une allocution télévisée diffusée le lundi 26 juin, le président russe qualifiait les organisateurs d'une révolte du week-end de traîtres qui ont fait le jeu du gouvernement ukrainien et de ses alliés. Ils renchérissent Le Monde. La rébellion des mercenaires armés était le plus grand défi à ce jour à son règne de 2 décennies. Ensuite, que lit-on? Dans son premier discours à la nation depuis le retrait des rebelles, Vladimir Poutine a assuré sa position de président russe, dissipant tous les doutes sur son autorité. Citation: Dès le début des événements, sur mes ordres, des mesures ont été prises pour éviter une effusion de sang à grande échelle. C'était précisément ce fratricide que les ennemis de la Russie voulaient, a-t-il ajouté. Tant les néo-nazis de Kiev que leurs patrons occidentaux et toutes sortes de traîtres nationaux. Ils voulaient que les soldats russes s'entretuent, a rappelé le chef du Kremlin à son auditoire. Poutine n'a pas nommé Prigojine dans son allocution télévisée, mais a déclaré que les organisateurs de la mutinerie avaient tenté de forcer les soldats du groupe à tirer sur les leurs, félicitant la nation de s'être unie, louant les mercenaires de base, c'est-à-dire les soldats de Wagner, les simples soldats. Le Kremlin a également montré à Poutine une réunion avec des hauts responsables de la sécurité, blabla, là c'est plus très intéressant. Vous avez vu que ça soit Le Point ou Le Monde, et bien sûr Poutine d'abord quand même, Poutine et les grands médias sont d'accord sur le fait que c'est l'Occident derrière.
Ce qui rejoint mon hypothèse. Voilà. Donc l'origine de l'origine. Encore une fois, hein, c'est comme les Nord Stream, le barrage de Karovka. À qui profite le crime? À qui cela profite de faire un coup d'État en Russie? L'Occident en a rêvé et Prigojine a essayé de le faire. Voilà ce qu'on pourrait résumer. Euh, on a aussi les grands journaux russes. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? Donc un grand journal qui s'appelle Kommersant. Prigojine reste sous enquête. L'affaire pénale contre l'homme d'affaires Yevgeny Prigojine n'a pas été close. Ceci est rapporté par le journal Kommersant, grand journal russe. Le matin du 26 juin, l'affaire pénale pour organisation d'une rébellion armée, article 279 du Code pénal de la Fédération de Russie, dans laquelle Prigojine est devenu le principal accusé, n'a pas été close et continue d'être examinée par un enquêteur du département d'enquête du FSB de la Russie, indique la publication. L'affaire a été ouverte le 23 juin en raison de l'organisation d'une rébellion armée, rapporte la chaîne de télévision 360. Vous voyez, Prigojine n'est pas sorti du bois. Hein. Donc, là, vous allez me dire, oui, mais Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit que Prigojine pouvait aller en Biélorussie. Ah bah oui, Prigojine peut aller en Biélorussie. Hein. Ça veut pas dire que pénalement, on l'a innocenté. Voilà, parce que en fait, il n'est pas clair. En fait, Peskov a été flou dès le début en ne disant pas clairement Vladimir Poutine a décidé de pardonner à Yevgeny Prigozhin. Voilà, il n'a pas dit ça. Bah, évidemment, l'instant d'avant, Vladimir Poutine fait un appel à la nation en disant que Yevgeny Prigozhin est un traître à l'État, qu'il a donné un coup de poignard dans le dos à la Russie. Il vient de dire ça à la nation. Vous voyez? C'est pour ça que je vous avais dit hier que pour moi, le coup de bon, on, on t'amnestie à demi-mot. On ne dit pas que tu es amnistié, mais on dit que tu peux aller librement en Biélorussie. Pour moi, ça sent le piège. Mais bon, passons. La Douma, d'après un journal russe, en Moscou, 25 juin. Ça, c'est un journal moscovite. Hein. Après une tentative de rébellion armée, Wagner PMC, bon, Wagner PMC, c'est le nom officiel, ça veut dire en gros organisation de mercenariat Wagner, ne travaillera pas sur le territoire russe. Certains combattants signeront un contrat avec le ministère de la Défense, d'autres se dissoudront. Il est peu probable que le fondateur de Wagner, Yevgeny Prigojine, soit autorisé à créer une organisation de mercenariat en Biélorussie, a déclaré Viktor Sobolev, membre du comité de la Douma d'État sur la défense. Viktor Sobolev dit « Ceux qui n'ont pas participé à la rébellion directe, s'ils le souhaitent, signeront un contrat avec le ministère de la Défense et retourneront dans la zone de Novorossiya. » Donc c'est-à-dire pourront continuer à combattre en Ukraine. Ceux qui ont pris part à la rébellion ne seront pas poursuivis et seront probablement renvoyés chez eux. C'est officiellement tout, je l'ai clairement entendu, de Peskov, a noté le député. Sobolev a souligné séparément qu'il était peu probable que le président biélorusse Alexandre Loukachenko autorise la création d'une entreprise militaire privée sur le territoire de la République sur la base des événements du 24 juin. Rappelons que dans la soirée du 23 juin, le fondateur de Wagner, Yevgeny Prigojine, a déclaré que les troupes russes avaient lancé une attaque aux missiles sur leur arrière-camp. Le ministère de la Défense a bien évidemment démenti ces propos. Bon, après, tout le monde connaît le reste. Vous voyez?
Donc ce qui est important à retenir, c'est que ceux qui n'ont pas participé à la rébellion directe, s'ils le souhaitent, signeront un contrat avec le ministère de la Défense et retourneront dans la zone de Novorossiya, la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire c'est comme ça qu'en Russie qu'on nomme les 4 oblasts. On les appelle Novorossiya. J'avais fait une vidéo là-dessus. Vous voyez? Donc on fait bien le distinguo entre ceux, les soldats qui ont participé de Wagner à la rébellion et ceux qui n'ont pas participé. Donc ça, c'est toujours un média russe. Que dit ce média russe? Loukachenko a révélé les plans de l'Occident pour changer de pouvoir en Biélorussie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est convaincu que l'Occident prépare un scénario énergique pour un changement de pouvoir dans la République. Il l'a déclaré lors d'une réunion avec les participants à la 52e réunion du Conseil des chefs des agences de sécurité et des services spéciaux et des membres de la CEI, des États membres de la CEI, donc c'est quand même beaucoup de monde. Informe Belta. Belta, c'est le grand journal biélorusse. En ce qui concerne la Biélorussie, je peux noter qu'en Pologne, en Lituanie et malheureusement en Ukraine, des membres de groupes armés illégaux sont formés, des tentatives sont faites pour créer des cellules extrémistes dormantes directement dans le pays. Des faits récents en témoignent, a déclaré Loukachenko. Voilà. Selon le chef de l'État, Minsk a déjà révélé les plans de l'Occident et n'entend pas permettre le renversement du pouvoir. Là, quand même, on a Poutine et Loukachenko, eux, parlent catégoriquement de l'intervention de l'Occident, que ça soit pour Poutine et Loukachenko. Alors le fait que Loukachenko se sente menacé à cause de l'Occident en son pays, ça c'est normal. Il va de soi que la CIA, depuis des années, essaye de travailler les opposants à Loukachenko pour le faire tomber. Bien évidemment, la CIA fait ça partout dans le monde. Ils font ça depuis les années 50 et ils ne s'arrêtent jamais, bien évidemment. Ce qui pourrait expliquer, comme je le disais dans ma vidéo précédemment, le fait que Loukachenko ne dirait pas non à Wagner, quelques forces Wagner en Biélorussie pour le protéger lui des exactions de la CIA en Biélorussie. Encore une fois, c'est ce que je disais dans ma précédente hypothèse. Ceci pourrait expliquer cela. Et là, on le voit dans ce journal-là. Hein, Loukachenko est inquiet des agissements de l'Occident. Alors, Occident, quand on parle de l'Occident, on parle de la CIA, bien sûr. Là, selon toujours un média russe, donc Eurasia Daily, il y avait 10 personnes dans l'Ilyushin 22 abattues. Ça, c'est lors de la colonne de chars et de blindés qui est montée sur Moscou. Et je vous avais dit qu'il y a eu 7 appareils qui ont été abattus. Alors, ça reste à confirmer. Moi, c'est ce que Slavyangrad disait et Simplicus the Thinker disait aussi. Alors, cela reste à confirmer, mais apparemment, ça se confirme parce que ça y est. Même sur LCI, ils disent qu'il y a bien eu des appareils abattus. Je parle de LCI en France. Voilà. Donc pourquoi là on parle du Ilyushin 22 principalement? Parce que c'est un avion de reconnaissance russe qui est l'équivalent, qui est une sorte d'équivalent du AWACS. Donc c'est un avion extrêmement cher, extrêmement important. Non armé, je le rappelle. C'est un avion de reconnaissance et d'espionnage, et il y avait 10 personnes dans le Ilyushin 22 abattues. Prigojine a promis aux proches des victimes 50 millions de roubles. Donc là, vous voyez, ça confirme l'information que Slavyangrad avait dit concernant l'Ilyushin. Sauf que Slavyangrad s'est trompé en le nommant Ilyushin 18. En fait, c'est un Ilyushin 22. Ilyushin 18, si ma mémoire est bonne, c'est l'ancien modèle. Ilyushin 22, c'est le dernier modèle. Voilà.
Alors, vous voyez, donc là, ça confirme ce que je vous avais dit hier. Donc, que lit-on? On va pas tout lire. Un avion Ilyushin 22 a été abattu près de Volojnej. Pas un Ilyushin 18. Ah, bah tiens, là je l'apprends, je le vois, je l'avais pas lu ça. J'avais lu que le titre. Bah voilà, Slaviangrad avait dit un Ilyushin 18. Bah apparemment, c'était les premières infos, les premières sources avaient dû dire un Ilyushin 18. Voilà, donc encore une fois, Slaviangrad, bravo, hein, il racontait pas de bêtises. Donc, bon, même si ça s'est avéré un Ilyushin 22. Et 50 millions de roubles seront versés aux familles des victimes. C'est ce qu'a déclaré le fondateur Wagner, Yevgeny Prigojine. Selon les données mises à jour de Wagner, ah voilà, selon les données mises à jour de Wagner, ce n'est pas un Ilyushin 18, mais un Ilyushin 22 qui a été abattu près de Volojnev. Il y avait 10 personnes à bord lorsqu'on a demandé à Prigojine, au quartier général du district militaire sud, pourquoi? Parce que cet avion ne frappe pas, mais remplit d'autres fonctions, il a répondu. Euh, alors, Yevgeny Prigojine, comme je vous l'avais dit hier, le fou PVE du convoi, c'est-à-dire certainement qui s'occupe de l'appui anti-aérien, le fou, donc le soldat fou, c'est ce que dit Prigojine, c'est-à-dire le mercenaire Wagner fou du convoi a abattu tout ce qui a décollé. Voilà, c'est comme ça que Prigojine s'excuse en disant hey, c'est pas moi qui ai donné l'ordre, c'est un gars qui a été un fou de la gâchette. Prigojine a accepté de verser 50 millions d'indemnités aux familles des pilotes décédés. Plus tôt, il a été rapporté que pendant la rébellion de Prigojine, les Wagnériens avaient abattu 6 hélicoptères et un avion Ilyushin 18. Ah 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 ah. Vous voyez que Slaviangrad et Simplicus the Thinker, mes deux sources les plus fiables, bah en fait avaient repris ça. Donc voilà, donc ils étaient bien là-dessus. Hein. Et un avion Ilyushin 18 avec au moins 8 personnes à bord, donc 6 hélicoptères abattus et un avion. Selon diverses sources, de 13 à 20 soldats sont morts. Et le ministère de la Défense a perdu 6 hélicoptères, 3 Mi-8, donc MTPR. Alors les Mi-8 MTPR, c'est des Mi-8 non armés dotés de radars. C'est uniquement pour faire du brouillage électronique. Si mes souvenirs sont exacts, mais je suis quasi certain. Un Mi-8 classique, bah, un Mi-8 c'est un un hélicoptère de combat classique. Le Ka-52, vous le connaissez tous, c'est le dernier hélicoptère de combat russe. Hein, c'est pour Alligator. Et un MiG-35. Alors là, par contre, je ne le savais pas. Ainsi qu'un avion Ilyushin 18. Ça, c'était les premières données qui ont été mises sur les réseaux. Voilà. Alors, comprenant toute la responsabilité du fait que le sang russe sera versé sur l'un des deux côtés, nous déployons nos colonnes et partons dans la direction opposée au camp de campagne selon le plan. Ça, c'est pour... Alors, je vous traduis un petit peu, parce que c'est du russe au français. Là, il veut dire que, comme du sang russe sera versé des deux côtés, en fait, nous retournons au bercail au camp de campagne selon le plan, a déclaré Prigojine hier. Vous voyez? Là maintenant, que lit-on sur RT? Ça c'est RT Russie. Hein. Medvedev n'a pas exclu que des spécialistes étrangers aient participé à la préparation de la rébellion en Russie. Medvedev, Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, n'a pas exclu que des spécialistes étrangers aient participé à la préparation d'une rébellion armée en Russie. Alors, dans les mots d'un russe et de Medvedev, mais les députés de la Douma, pareil, des spécialistes étrangers, c'est le mot pudique pour dire la CIA. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a Medvedev aussi qui le dit. Hein. Là, c'est Poutine directement. Poutine a déclaré que des ambitions exorbitantes et des intérêts personnels ont conduit à la trahison de la Russie. Vous voyez que Poutine ne nomme pas
Yevgeny Prigojine, mais comment il tourne sa phrase, c'est comme s'il le nommait. Vous voyez, a déclaré que des ambitions exorbitantes et des intérêts personnels ont conduit à la trahison de la Russie. Donc là, évidemment, les mots sont extrêmement clairs. Il accuse Yevgeny Prigojine de trahison envers la Russie. Vous voyez? Donc là, c'est extrêmement clair. C'est voilà, dire à la nation, Yevgeny Prigojine, je le considère comme un traître à la nation du fait de ses ambitions exorbitantes et intérêts personnels. Vous voyez? Donc, quand un chef d'État dit ça à Prigojine, comment voulez-vous que ça soit une mascarade, hein, un enfumage, un complot entre Prigojine et Poutine, vu que Poutine le dénonce devant la nation entière. Donc ça veut dire qu'à jamais, Yevgeny Prigojine devient un pestiféré. Donc ça ne peut pas être un complot entre Poutine et Yevgeny Prigojine. Et enfin, je vais finir par USA Today, donc un grand journal américain. Et que lit-on dans USA Today? Dans son allocution, qui a duré environ 5 minutes, Poutine a décrit la mutinerie comme, citation, un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Il a juré de punir les responsables. Il n'a pas mentionné Prigojine par son nom. Le dirigeant russe a déclaré que les actions de Prigojine étaient une aventure criminelle et un crime grave. Mais samedi après-midi, le Kremlin a déclaré que Prigojine serait autorisé à vivre en Biélorussie et que les soldats qui ont participé à la tentative de coup d'État recevraient des garanties de sécurité et ne seraient pas poursuivis. Vous voyez, on a bien le Kremlin qui a déclaré que Prigojine serait autorisé à aller vivre en Biélorussie, mais c'est bien précisé que les soldats ne seraient pas poursuivis pénalement. Vous avez noté l'omission concernant Yevgeny Prigojine du Kremlin. Donc tout est logique et cohérent. Vous voyez? Bon, allez, j'arrête là concernant les coupures de journaux. Alors pour finir sur les dernières informations, on apprend que Prigojine donc, a fait un enregistrement audio de 11 minutes le 26 juin pour se justifier en disant qu'il ne voulait pas renverser le gouvernement, mais simplement protester contre l'armée régulière qui avait, selon lui, tiré sur les positions de Wagner. Vous avez vu l'extrait de l'article d'un journal russe, hein, Yevgeny Prigojine a accusé l'armée régulière d'avoir tiré un missile sur un camp arrière de Wagner, bien sûr. Et enfin, il voulait juste rendre l'équipement militaire à Moscou. Prigojine s'abaisse à ce genre de choses. Faut oser quand même. Hein. Faut avoir un sacré culot, hein, pour faire un message en disant ça, quoi. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Hein. Vraiment, il est tombé bien bas, Prigojine. Donc, en gros, je fais une colonne de chars, de véhicules blindés, je tire sur 7 appareils extrêmement coûteux, dont un Ilyushin 22 qui coûte une fortune. En tout, je tue 12 pilotes, alors que les pilotes, et en tout et pour tout, bon, bah, en gros, 20 soldats militaires qui étaient dans les avions. Voilà, mais le coût de la colonne de chars, des véhicules blindés pour monter à Moscou, et je tire sur des, des hélicoptères de combat, un avion de reconnaissance dont quasiment aucun porte des armes, mais c'était juste pour protester. Voilà, c'est ma façon de protester. Et en fait, moi, je montais sur Moscou que pour rendre à Moscou mes équipements militaires. Voilà ce que j'ai appris. Je vous avoue que les bras m'en sont tombés, hein. Mais bon.
Alors au final aussi, Poutine a déclaré que ceux qui ont suivi Prigojine seront amnistiés, donc les soldats seront amnistiés, et pourront soit rentrer chez eux, soit aller en Biélorussie, ou soit intégrer l'armée russe. Mais ils ne pourront plus faire partie de Wagner. Donc déjà, ça veut dire que Vladimir Poutine, bien sûr, garde Wagner. Ne serait-ce que pour l'Afrique et le Moyen-Orient, hein, bien sûr. Donc en plus, le directeur de Wagner, qui a la maison mère de Wagner à Saint-Pétersbourg, a fait une déclaration comme quoi ce qu'a fait Prigojine ne changeait absolument rien au quotidien de la maison mère de Wagner qui est basée à Saint-Pétersbourg. Et en gros, c'était le business, les affaires continuaient comme d'habitude et que rien n'avait changé. Voilà. Alors maintenant, les quatre hypothèses. On revient sur les hypothèses, mais là, on y voit plus clair. Donc les quatre hypothèses, c'était... Alors évidemment, je nomme pas toutes les hypothèses possibles, hein. Je nomme les quatre hypothèses principales qui étaient présentes sur les réseaux sociaux et dont certains médias ont parlé. Je fais pas toutes les hypothèses non plus, hein. Donc 1. Prigojine trahit la Russie juste parce que son contrat était fini et voulant d'autres contrats juteux avec la Russie, blâme l'armée régulière afin que Poutine lui donne plus de contrats avec comme prétexte que l'armée régulière est nulle et que seul Wagner peut se battre correctement. Alors cette hypothèse est soutenue catégoriquement par l'excellent analyste Jacques Beau, mais c'est le seul à ma connaissance à soutenir cela. C'est-à-dire juste le coup que les contrats avaient été terminés pour Wagner concernant l'Ukraine. Voilà. Mais je tiens à souligner que Jacques Beau a peut-être été dans la même situation que moi. Parce que moi, je n'ai appris qu'hier que, en fait, Sergei Shoigu avait demandé à tous les groupes de mercenariat russes. Alors il y a Wagner, mais il y en a plusieurs autres, hein. Il y a aussi les groupes tchétchènes menés par Kadyrov. Donc ça, je ne l'ai appris qu'hier, donc peut-être que Jacques Beau l'ignorait aussi, hein. Alors attention, je ne lui jette pas la pierre, hein, surtout pas. J'ai un très grand respect pour Monsieur Beau. Bon, bref, voilà. Donc, au final, Sergei Shoigu a demandé à tous les mercenaires, voilà, quel que soit le groupe, de signer un nouveau contrat pour intégrer l'armée régulière. Tous les groupes de mercenaires ont accepté, sauf Wagner. Voilà. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, je vous le répète ici. 2. Sergei Shoigu, officiellement, et ce n'est pas une hypothèse mais une information, a mis fin au contrat avec tous les groupes de mercenaires travaillant pour l'armée russe. Ah bon, ça c'est ce que je viens de vous dire. Et a proposé à ces groupes d'intégrer l'armée russe ou de repartir chez eux, effectivement, en ne travaillant définitivement plus pour l'armée russe. Tous les groupes de mercenaires, dont le groupe de Tchétchènes dirigé par Kadyrov, ont accepté de devenir des soldats russes. Donc 100% des mercenaires hors Wagner, incluant tous les Tchétchènes, ont dit d'accord, on veut bien faire partie intégrante de l'armée russe. Franchement, je les comprends. Parce que bon bah là ça se présente vraiment superbement pour l'armée russe sur le terrain. Il y aura très peu de morts, voire même ça va s'arrêter peut-être comme ça, on ne sait pas. Et ils sont payés quand même l'équivalent de 3 000 € par mois, hein, de manière certaine, hein. Mercenaire à la Wagner, on peut être envoyé dans des embuscades, dans des fronts très 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 dangereux. Voilà, c'est peut-être plus peinard de travailler pour l'armée russe. Bon, là, je vous dis ça comme ça, ce n'est que mon avis, hein. Voilà. Donc tous ont accepté, sauf le groupe Wagner, par la voix de Prigojine. Alors cela, le coût des contrats où Shoigu oblige les mercenaires à faire partie de l'armée régulière, ça aurait fait la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase et a décidé, Prégogine, de trahir son pays, de faire un coup d'État pour sauver son groupe Wagner en Europe. Cette hypothèse est défendue par plusieurs analystes, dont la journaliste de guerre Christelle Néant. Je vous mets le lien dans la description. Regardez à partir d'1h10, c'est une très longue, une très très longue vidéo YouTube. Et à 1h10, il y a Christelle Néant qui prend la parole et qui, elle, donne sa raison. Et c'est la raison qu'elle donne, c'est-à-dire le fait que ça oblige Wagner à intégrer l'armée, Wagner-Ukraine à intégrer l'armée russe régulière. C'est ça qui l'aurait poussé à faire un coup d'État. Quand même, je souligne que Christelle Néant ne parle pas de complot entre Prigogine et Poutine. Non, non, elle dit bien coup d'État par Prigogine à cause de ça. Voilà. Un petit peu comme Jacques Beau d'ailleurs. Hein. Donc ces deux hypothèses disent que c'est d'abord une question de contrat, mais qu'il n'a jamais été question pour Poutine et Shoigu de détruire Wagner, car trop important pour l'État, dont surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Cela a été confirmé par Lavrov, hein, très officiellement. Mais voilà, moi ça me pose problème parce que imaginez-vous, Wagner est au sommet de son prestige, au sommet de sa réputation. J'ai appris sur France Info cet après-midi que depuis le début de l'opération militaire spéciale, le groupe Wagner a reçu 1 milliard, l'équivalent d'1 milliard de dollars, l'équivalent en roubles, hein, d'1 milliard de dollars, sans compter la donation d'armes. Alors là, c'est comme ça que c'est dit, mais c'est flou. Est-ce que ça a été vraiment donné par l'armée russe ou vendu par l'armée russe? Bon, a priori, c'est des armes données, d'après ce que je comprends. Info à confirmer. Donc, ils ont reçu l'équivalent d'1 milliard de dollars par l'armée russe, le groupe Wagner. Donc, c'est un groupe qui est devenu extrêmement riche, qui surfait sur une réputation incroyable. Imaginez-vous si Prigogine était un bon petit soldat comme il l'était il y a 2 mois et demi. Voilà. Sans faire de réflexion ni rien. Tête basse, il fait son boulot, voilà, terminé. Imaginez-vous la gloire de Yevgeny Prigogine. S'il avait eu des intentions politiques, après il serait retourné au pays et se présenter contre Vladimir Poutine à la prochaine élection. Il aurait eu ses chances. Et si c'était qu'une question de contrat, comme les 2 premières hypothèses, juste pour des contrats, alors que Wagner est d'une richesse incroyable, étant donné ce que le ministère de la Défense a payé 1 milliard de dollars, hein, je le rappelle. Ça vient de France Info, les données que je vous donne. Juste pour une histoire de contrat, que ça soit fin de contrat ou que ça soit obligation pour Wagner Ukraine de faire partie de l'armée russe régulière, juste pour ça, Prigogine devient fou, prend des troupes, toutes les troupes ultra loyales à sa cause. Je vous rappelle que la majorité ne l'a pas suivi, je vous le rappelle quand même. Juste pour cela, il aurait trahi son pays, détruit sa carrière, éventuellement risqué sa vie, et risqué tout Wagner d'ailleurs, en même temps. Hein. On ne sait jamais si plus de Wagneriens l'avaient suivi, on ne sait pas. Il aurait tout risqué, sa réputation, être considéré comme un traître à son pays, entacher la réputation de Wagner. Tout ça, pour une banale histoire de contrat. C'est tout, juste pour ça. C'est inconcevable. C'est absolument inconcevable. Alors je suis désolé, mais là je suis en désaccord total avec Jacques Beau et Christelle Néant.
pour ça. Et puis pour tous ceux qui pensent que juste pour une histoire de gros sous et de contrats, alors que Wagner est d'une richesse incroyable, comme on vient de le voir quand on vient de l'apprendre grâce à France Info. Voilà. Donc, avant l'opération spéciale, Wagner était très riche. À la fin de l'opération spéciale pour Wagner, je dis bien concernant Wagner, ils sont plus très riches. Ils sont riches comme Crésus, c'est-à-dire ils sont immensément riches. Et là, Prigogine, qui lui gère les contrats de Wagner justement, parce que ce n'est pas un soldat. Prigogine, c'est un civil. C'est un civil et c'est pas lui qui dirige les opérations militaires en Ukraine. Pas du tout. Et nulle part ailleurs d'ailleurs. Il dirige rien, Prigogine. Il dirige les contrats, la communication, le marketing, l'argent, quoi, tout ce qui est commercial, mais c'est tout. Voilà. Non, moi je n'y crois pas du tout, hein. Voilà, bon, bref. Maintenant, on a l'hypothèse 3, donc, alors, dont la popularité a été faite grâce à Idriss Aberkan, qui est la Maskirovka. Alors là, il répète ça tout le temps. Donc voilà, donc Maskirovka, c'est-à-dire brouillage de guerre, brouillage de l'information. Donc en gros, c'est quoi? C'est entente entre Prigogine et Poutine, c'est-à-dire on fait semblant de se détester, on fait semblant de faire un coup d'État pour déterrer tous ceux qui trahiraient le gouvernement russe, qui trahiraient Vladimir Poutine. Mais alors dis donc, qui risque tout là? C'est quand même Prigogine qui risque tout là. Il risque sa réputation, sa carrière, l'entièreté de Wagner, tous les suivants très loyaux qui le suivent, et il risque surtout sa vie. Vous seriez d'accord, vous, pour un plan comme ça? C'est-à-dire où, voilà, vous prenez une colonne de chars de blindés, système antiaérien, vous vous dirigez vers Moscou. Voilà, vous prendriez ce risque-là, vous? Ouais. En plus, Poutine qui dit à la nation, Yevgeny Prigogine, parce que appelons un chat, Yevgeny Prigogine, traître à la nation, a donné un coup de poignard à la nation russe dans le dos. On enlève tous les posters de Wagner dans toute la Russie, hein, quand il y a eu cette colonne, hein. On enlève tous les posters de Wagner. Wagner devient persona non grata. Prigogine devient un traître à la nation. Et en plus, cerise sur le gâteau, la colonne de chars et de blindés tire sur 7 appareils aériens, dont des appareils extrêmement coûteux et un appareil plus particulièrement coûteux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'armée russe, c'est des avions très très précieux, un Ilyushin 22. Et le tout fait peut-être environ 20 morts. Mais en tout cas, j'ai appris qu'il y avait 12 pilotes. Voilà. Et tout ça, c'est une ruse. Et ça se finit comment, ça? En jus de boudin. Voilà. Donc non, c'est pas possible. Alors c'est sûr que ça fait un style, hein, de dire que c'est une Maskirovka et de dire que ouais, Poutine c'est un ancien du KGB, mettre en manipulation, ce serait typique de lui. Non, non, il a jamais fait ce genre de choses, Vladimir Poutine. Il a jamais fait de coups tordus comme cela, même avec la guerre en Tchétchénie, hein. Il n'y a jamais eu ça, hein. Ça a été franco. Poutine, lui, c'est pas quelqu'un qui fait des plans sur la comète. Alors oui, c'est un joueur d'échecs, c'est un politicien hors pair. C'est un joueur d'échecs, un maître pour la politique. Mais pas quand il y a en jeu la nation russe, la vie des Russes, Wagner, qui est extrêmement important pour la Russie. Non, on joue pas avec le feu. Surtout que ça n'a aucun sens entre nous, hein. Moi je dis ça, ce n'est que mon avis, hein. Mais logiquement, ça n'a aucun sens, une Maskirovka. Aucun sens.
Au vu des événements. Au vu des événements. Pour moi, hein, ça n'engage que moi. Hein. Moi, je dis ça n'a aucun sens. Aucune cohérence, aucune logique. Au vu des événements. Voilà. Là, au vu des événements, si vous retrouvez mon ancienne vidéo, quoi, celle juste avant en fait, hein, euh, mon hypothèse, au vu des événements, selon moi, bien sûr, ça n'engage que moi, tout concorde. Hein. Je vous rappelle que moi, je vous avais dit que c'était la CIA qui avait corrompu Prigogine, parce que Prigogine était mûr. Il se trouve que Le Point, Le Monde, Vladimir Poutine en premier lieu, les journaux russes, un député de la Douma qui s'occupe de la défense le dit lui aussi, que c'est un traître et qu'il aurait été corrompu par des agents étrangers. Vous vous souvenez, je vous ai fait toute une ribambelle de liens journalistiques. Tout le monde le dit. Tout le monde, entre guillemets. Hein. Tous ceux qui sont dans l'affaire, au sein de l'affaire, le disent. Qui connaissent bien, tout du moins. Donc, Maskilovka, impossible. Encore une fois, c'est mon avis, hein, ce n'est que mon point de vue. Pour moi, impossible. Aucune cohérence. Et l'hypothèse numéro 4, bah, c'est mon hypothèse que je vous ai faite dans ma vidéo précédente. Voilà. Donc la conclusion, bah, d'après les dires de Poutine qui déclare à la nation entière que Yevgeny Prigogine est un traître, plus ce qui s'est passé sur le terrain, une colonne de chars, de blindés, il tire sur 7 appareils. Alors le nombre d'appareils est à confirmer, mais apparemment c'est confirmé. 7 appareils, ça fait des morts. Prigogine le reconnaît. Il dit non, en plus il précise même aux journalistes, ah, au fait, c'est pas un Ilyushin 18, c'est un Ilyushin 22, vous inquiétez pas, c'était juste un soldat fou qui a tiré sur 7 appareils en tuant des Russes, c'était un fou. Voilà. Arrête, non mais arrêtez quoi, c'est pas possible cette histoire. Et je vais donner 50 millions de roubles aux familles en deuil. Voyez, vous vous imaginez un soldat tout seul, tout d'un coup qui devient fou et tire sur 7 appareils, 7 appareils très 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 coûteux et la plupart non armés. Et sans que Prigogine soit au courant. Voilà. Non mais non mais c'est pas possible quoi. Je peux pas croire qu'on puisse croire cela quoi. Donc oui, il est bien monté sur Moscou dans l'intention de faire un coup d'État. Ça a complètement foiré, c'est parti complètement en vrille. Maintenant la question c'est est-ce qu'il est parti sur un coup de tête ou est-ce qu'il a eu au moins la présence d'esprit parce que je pense pas qu'il soit si stupide quand même. Est-ce qu'il a eu la présence d'esprit d'avoir quand même pris contact avec des traîtres puissants à Moscou afin de le protéger quand même politiquement une fois qu'il serait à Moscou. Alors dans le sens protégé politiquement, c'est-à-dire que les traîtres à Moscou fassent en sorte d'empêcher Vladimir Poutine de faire de la pagaille pour Wagner en allant sur Moscou, c'est-à-dire d'empêcher Vladimir Poutine d'envoyer des renforts afin de bousiller toute la colonne de chars et de blindés. C'est-à-dire que ces politiciens, ces oligarques, ces gens de l'ombre puissants, évidemment ils doivent être puissants, devaient empêcher Poutine d'envoyer l'armée contre sa colonne de chars. Et il a vu que ça s'était mal passé. J'ose espérer, tout du moins, s'il n'est pas complètement stupide, qu'il ait au moins pris des contacts à Moscou afin de l'aider dans son entreprise une fois qu'il serait à Moscou, ou ne serait-ce que pour atteindre le Kremlin. S'il n'a pas fait ça, c'est qu'il est d'une stupidité d'un enfant de 4 ans. Je peux pas le croire. Mais bon, encore une fois, peut-être qu'il a pété un câble aussi. Hein. Voilà. Donc je n'y crois pas à tout cela. Et en plus, vous avez vu toutes les coupures de journaux.
Voilà, donc Poutine a fait en sorte que ça soit un traître aux yeux de la nation, qu'il a poignardé la nation russe. Voilà, donc il était fini, Prigojine, fini. Et tout d'un coup, que vient faire Loukachenko dans cette affaire? Que vient faire Loukachenko? Voilà, donc c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Voilà. Alors, parce que depuis le début, il faut pas oublier que Prigojine, c'était un homme de main de Vladimir Poutine. Ils s'entendaient comme larrons en foire, hein, comme copains, comme cochons. Avant le pétage de câble de Prigojine, il y a 2 mois et demi, à 3 mois maximum, tout se passait merveilleusement bien. Voilà. Donc tout d'un coup, Prigojine qui pète un câble. Alors je comprends que ça soit la fin des contrats. Et moi, je reviens sur mon hypothèse. Prigojine apprend la fin des contrats, que son armée doit intégrer l'armée régulière. Il pète un câble. Les États-Unis, quoi, la CIA voit cela. Ils voient qu'il est mûr. Voilà, n'oublions pas qu'il y a un précédent, hein, n'oublions pas, ça a été dit dans les médias, encore une fois, pas de fumée sans feu, que Prigojine aurait pris langue avec le SBU pour balancer des localisations russes aux Ukrainiens, afin qu'ils puissent bombarder ces localisations russes. Voilà. Et le deal, c'était que, bon, bah, en échange, les Ukrainiens s'en aillent de Bakhmut. Faut pas l'oublier. Donc tout ça, quand même, voilà, le fait que Prigojine, ça soit un mercenaire, hein, quand même, à la base, hein. C'est pas un politicien, c'est pas un militaire, Prigojine. Faut pas l'oublier, hein. C'est pas un militaire et c'est pas un politicien. Et on voit qu'il est vraiment pas très fin, Prigojine, hein. Et enfin, là, vraiment, le point le plus curieux, là où il y a le plus d'interrogations, c'est que vient faire Loukachenko. Et moi, dans ma précédente vidéo, j'avais trouvé une hypothèse qui permettrait d'expliquer le comportement de Loukachenko. Et là, je vous ai lu un article où Loukachenko dit lui-même qu'il est en danger dans son propre pays, en Biélorussie, à cause d'agents étrangers. Il nomme l'Occident, Loukachenko. Et je vous rappelle que Vladimir Poutine a nommé lui aussi très clairement dans son discours l'Occident comme origine de tout. Et en plus, pour enfoncer le clou, on a Monsieur Lavrov qui fait une allocution télévisée, officielle, qui reprend les dires de Macron. Macron qui disait oui, que cela permettait d'affaiblir la Russie et que la France aidera toujours l'Ukraine pour affaiblir la Russie, etc. Je vous mets le lien dans la description, hein, vous pouvez le regarder à loisir. Et donc Monsieur Lavrov dit même un enfant de 13 ans pourrait très bien comprendre ses propos. Donc en fait ça veut dire que nous les Occidentaux, on a travaillé avec Prigojine afin d'affaiblir Vladimir Poutine, l'État russe. Donc après il y a Lavrov qui fait la traduction. Donc c'est très drôle parce que nul n'est dupe. Voilà, nul n'est dupe. Et même Lavrov le dit carrément, et en plus il accuse Macron, hein, en premier lieu. Bon, après il rajoute vite fait, bon, il y a Macron, mais aussi tout l'Occident derrière, bien entendu, mais là il parlait de Macron. Donc vous voyez déjà l'implication de l'Occident, tiré CIA, bien sûr. Donc si on en revient à mon hypothèse préférée, c'est-à-dire que Prigojine a effectivement pété un câble dû au contrat qui obligeait principalement les Wagnériens Ukraine à intégrer l'armée russe régulière. Quand il a appris ça, il est devenu fou. À partir de ce moment-là, il a accusé l'armée russe d'être complètement nulle. Ensuite, il a accusé Gerasimov et Shoigu d'être complètement incompétents. Ensuite, il a carrément mis en scène et inventé le coup d'un missile ou d'un bombardement sur un camp arrière de Wagner,
comme prétexte pour pouvoir faire un coup d'État. Pourquoi un coup d'État? Parce que l'Occident l'a approché, vu que l'Occident a vu en Prigogine une opportunité miraculeuse à ne surtout pas manquer. C'était presque trop beau pour être vrai. Et donc Prigogine, folie des grandeurs, plus ambition démesurée, plus le fait que c'est un voyou, plus le fait que ça soit un mercenaire, tout concorde, eh bien il a accepté certainement des choses mirobolantes des États-Unis. Et après, qui sait, peut-être encore une fois, folie des grandeurs, mais folie des grandeurs calculée, peut-être qu'il a pris langue avec des traîtres haut placés à Moscou, qui devaient protéger son arrivée au Kremlin. Chose qui n'a pas été faite. Il a pris peur, il a tout arrêté, mais il a tout arrêté après avoir abattu cet appareil quand même militaire, avec des Russes dedans, une vingtaine à peu près. Voilà. Donc ces agissements ont été beaucoup trop loin. Et on ne discute pas avec Moscou, on proteste pas avec Moscou, avec une colonne de blindés, de mercenaires et en tirant sur des appareils volants russes qui font des morts russes. C'est pas comme ça qu'on proteste. C'est comme ça qu'on fait un coup d'État par contre. Typiquement. Vous voyez? Donc voilà. Pour l'instant, je préfère mon hypothèse. Voilà. Bon, à moins qu'il y ait de meilleurs arguments, mais je les attends. Et j'en finirai là. Donc là, j'ai défendu mon beefsteak, hein, j'ai défendu mon hypothèse avec des arguments cohérents, je crois, ainsi que des coupures de journaux. Voilà. Bon, je pense que là, on en a fini avec l'affaire Prigogine. Maintenant, ce sera que des petites choses. Donc, je crois que le reste, bon, je ne sais pas, il peut y avoir un énième rebondissement, mais je crois pas que je ferai une autre vidéo dédiée pour le cas de Prigogine pour les prochaines fois. Ce sera dans le point sur l'Ukraine comme d'habitude. Bon, nous verrons bien. Il peut se passer tellement de choses. Enfin voilà, j'arrête là. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide beaucoup à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelée Réinformation sur le monde. Et toujours, soyez curieux.